Gilets jaunes, retraite, climat, violences policières, de nombreuses mobilisations citoyennes ont marqué ces dernières années. Urbains, ruraux, minorisés, jeunes, syndiqués sont descendus dans la rue pour se faire entendre par la classe politique, même si nos dirigeants sont souvent restés insensibles à leurs revendications. Dans cette série de vidéos, on a voulu analyser les freins comme les moteurs à la révolte populaire. Psychologiques, sociologiques, médiatiques ou encore culturels, les obstacles sont nombreux. Des mécanismes qui peuvent nous animer comme nous paralyser, individuellement comme collectivement. Bienvenue dans Révolte. Je suis là parce que je considère ce gouvernement complètement illégitime. J'entre en grève de la faim. 6 cortèges différents qui sont en train de... Ça aurait pu être eux qui sont morts le 27. C'est pour ça que les gens ils se révoltent. Parce que c'est trop. Parce que c'est trop. C'est dans l'histoire qu'on commencera notre série d'entretiens. Plus particulièrement en 1789. Parce que la Révolution française est, de par le monde, le moment révolutionnaire de référence. Une période historique peu connue malgré son importance, et qui est souvent résumée à une prise de pouvoir armée par le peuple, alors que le moment est beaucoup plus complexe et politique. Des bourgeois en quête de pouvoir, des grands propriétaires terriens, ruraux, très éduqués, et un clergé puissant, mais tiraillé entre son rôle d'éducateur du peuple et son attachement religieux à la noblesse et au pouvoir. Et surtout au roi, monarque absolu à l'époque, qui perdra sa tête seulement en 1793, après des années de révolution institutionnelle à tous les échelons du pays. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce moment historique, c'est ce point de bascule, ce moment de grande révolte entre mai et juillet 1789 et la prise de la Bastille. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres à l'époque ? Derrière la lutte armée, quels mécanismes et rouages ont permis de renverser la noblesse et le roi ? Et comment le peuple en a eu l'envie, mais surtout la capacité ? Ce grand soulèvement sociétal, Sophie Vanish, historienne de la Révolution française, en est spécialiste. Elle interroge avec nous ce temps fort de l'histoire et nous aide à faire des ponts avec notre époque pour en tirer des enseignements. En France, et pas simplement en France, la Révolution française reste un objet important pour comprendre un processus d'émancipation et de transformation de régime politique. Comme on a le sentiment d'être arrivé au bout du régime dit démocratique articulé à l'économie de marché et donc au capitalisme, on est à un moment où on va revisiter les débuts de cette histoire-là, parce qu'il n'y avait pas de démocratie avant la Révolution française et il y a immédiatement capitalisme avec la Révolution française. Pour comprendre et nos amis et nos ennemis, on a besoin de la Révolution française. Et une capacité aussi à ressaisir la question d'une souveraineté politique à la fois individuelle et collective. Souveraineté politique. En gros, qui gouverne ? Jusqu'à la Révolution française, c'est le roi et ses nobles qui décident de tout, récoltent les impôts et font appliquer la loi divine, sans que le peuple ait réellement son mot à dire, sans élection. Seul moment de délibération avec le peuple, les États généraux. Une sorte d'assemblée nationale où les représentants de chaque ordre, donc le tiers-état, le clergé et la noblesse, venaient débattre. Un moment où les doléances citoyennes pouvaient remonter des circonscriptions. Ce sont ces états généraux lancés par Louis XVI en 1789 qui permettent la révolte. Depuis les districts où le peuple, partout en France, exprime sa colère, jusque dans ces assemblées parisiennes dans lesquelles leurs porte-parole cherchent des compromis, mais surtout des changements dans les règles du jeu politique. Le passage du droit divin pratiqué par le roi à une déclaration des droits de l'homme. Entre le 5 mai, ouverture des États généraux, et le 14 juillet, il n'y a pas de frein à la révolte populaire. Au contraire, on est dans un moment d'élaboration de ce qu'on appelle les districts, les assemblées de quartier qui se politisent. Et dans ces districts, il y a un va-et-vient de ceux qu'on appelle les gardes françaises, qui viennent raconter tous les jours ce qui se passe à Versailles, dans les districts. Donc il y a une circulation de l'information par ces gardes françaises. Et à Versailles, tous les jours, quand les députés sortent, sont applaudis par les gens qui sont présents. Ça veut dire qu'il y a une attente extrêmement importante à l'égard des élus aux États généraux, et que donc la séquence entre le 5 mai et le 14 juillet, c'est une séquence plutôt de dialogue très intense, parce que il y a eu auparavant, entre la décision de rassembler des États généraux
et l'ouverture des États généraux, toute une série de moments de révolte populaire dans l'ensemble du pays et aussi de rédaction des cahiers de doléances. Et donc ces révoltes qui sont en fait liées à la prise de conscience que les nobles sont prêts à tuer en fait les gens qui n'appartiennent pas à leur caste, fait qu'il y a une agitation très importante avant l'ouverture, mais qu'après il y a une espèce de confiance dans la possibilité de transformer les choses dans ce cadre. Le renvoi de Necker et le fait que le roi fait mander ses troupes autour de Paris enflamme la capitale le 14 juillet et effectivement on assiste à la prise de la Bastille pour pouvoir récupérer des armes au démarrage pour protéger Paris. Et donc on est dans une situation où l'événement qu'on a considéré comme fondateur est un événement qui ne peut pas être programmé, alors que tout le reste est programmé, organisé, structuré, avec beaucoup de prise de risque de la part des députés du tiers-État, qui savent pertinemment qu'ils peuvent être réprimés à main armée du jour au lendemain. Et donc, si on cherche à avoir des armes, c'est aussi pour protéger ces députés. Donc on est dans une logique où on a une grande foi en l'impossible de cette Assemblée, et où on espère beaucoup d'une transformation radicale qui va se passer par un changement de règles. Et le serment du jeu de paume, qui est quand même en amont, bien sûr, du 14 juillet, est un moment tout aussi révolutionnaire, en fait, que le 14 juillet, parce que c'est un changement de main en ce qui concerne la souveraineté. Ça passe réellement du roi et de la noblesse au tiers-État. Ce que nous explique Sophie Vanish, c'est que la prise de la Bastille est l'aboutissement d'un ensemble de facteurs variés et très politiques. Des représentants du tiers-État qui veulent changer les choses, un pouvoir royal, sacré, très attaché à ses privilèges, et une vive émotion populaire dans les districts, dans les quartiers, qui ne peut que nous rappeler un mouvement social récent, celui des Gilets jaunes. La révolte, à l'époque comme aujourd'hui, semble avoir besoin d'une conscientisation collective. Des injustices, bien sûr, mais aussi, selon les travaux de l'historienne, à imaginer une société plus heureuse. Un mélange d'acculturation sociale et culturelle au concept de droits de l'homme. Et une historienne comme Lynn Hunt explique que c'est la lecture des romans et le fait que la question des droits de l'homme et du citoyen pendant la période du XVIIIe siècle, de 1750 à 1789, elle est mise au théâtre, elle est présente aussi évidemment dans le mariage de Figaro, elle est présente dans plein d'objets sensibles, artistiques, qui fait qu'il va y avoir une inculturation à ces idées en tant que ce sont des idées qui deviennent sensibles, parce qu'on s'identifie au personnage, et qu'on va réagir en fonction de cette incorporation. Et quand on réclame, après la répression de l'émeute Réveillon, juste avant l'ouverture des États généraux, donc la répression est assez féroce, on tue des gens, et les endroits où on rédige encore les cahiers de doléances à Paris, eh bien, ils ont comme demande qu'il y ait une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus tuer impunément. Du coup, c'est une espèce d'articulation entre une critique sociale, une critique politique et une demande qui est une demande vraiment liée à ce qui se joue au XVIIIe siècle, qui est une demande de bonheur. On veut être heureux. Et ça, c'est nouveau. Donc la question politique est centrale, sortir de l'oppression, redevenir libre et chercher le bonheur. Ça va être aussi présent, évidemment, dans la Déclaration américaine. The Pursuit of Happiness, c'est central, mais c'est central aussi au XVIIIe siècle en France. 1789, au moment où on réunit les États généraux, cette idée de droit de l'homme est une idée qui n'est pas encore complètement massive, mais elle est suffisamment massive pour apparaître dans les cahiers de doléances. Il se trouve que les députés qui sont envoyés aux États généraux sont tout à fait conscients de l'existence de ces demandes. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'observer comment cette déclaration des droits se met en place, avec ses imperfections, mais qui fonde d'emblée la légitimation de la révolte et de la révolution comme telle, c'est-à-dire aussi bien le serment du jeu de paume que la prise de la Bastille. Globalement, ce que dit Sophie Vanish, c'est que la Révolution française a été possible grâce à une acculturation, une éducation populaire progressive, à la recherche du bonheur et au respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, on parlerait, et on parle d'ailleurs, de bataille culturelle sur ces mêmes sujets. Pas de révolte sans émotion donc, sans sentiment individuel puis collectif d'injustice.
des ressorts sociologiques et psychologiques qu'on analysera dans les prochains épisodes, mais que Sophie Vanish nous tease déjà un peu en faisant le pont avec les gilets jaunes et les enjeux très actuels, par exemple, de pouvoir d'achat. Et donc évidemment, on sait quand il y a de l'inflation que c'est pas juste, on sait que la TVA n'est pas juste, des écarts qui se répercutent sur l'impôt et que ça, c'est le contraire de ce qu'a fondé la Révolution française, l'égalité devant l'impôt. Et donc l'intuition de justice, elle est liée aussi au fait que si on paye plus cher l'essence, par exemple pour les gilets jaunes, à la fin du mois, on mange des pâtes. Pour les uns, des couilles en or, pour les autres, des pâtes encore. Et donc c'est cet écart de richesse qui se creuse, qui produit aussi l'urgence de se révolter pour des raisons de dignité. Et là, on est au cœur des problèmes de sensibilité et des questions de résistance. On peut résister, non pas parce qu'on est directement concerné, mais parce qu'on trouve que si on ne le fait pas, on va devenir indigne à son propre regard. Plus de 200 ans nous séparent de la Révolution française. Et pourtant, les similitudes historiques sont nombreuses. Les liens entre le cours du blé et le coût de l'essence, l'inégalité croissante devant l'impôt et les répressions policières parcourent notre histoire. Est-ce qu'on pourrait donc imaginer la France se révolter aujourd'hui comme en 1789 ? Sophie Vanish a du mal à y croire, compte tenu des violences, des souffrances et de l'éclatement sociétal produit par le néolibéralisme. Sur la séquence ascendante de la Révolution, les deux émotions, c'est l'espérance et la peur, d'après Georges Lefebvre. L'espérance, parce qu'il y a qui naît plus tard et qui va être repris par Abensour, appelle la foi en l'impossible, c'est-à-dire qu'on considère que oui, c'est possible de mettre à bas l'absolutisme, même pas la monarchie, l'absolutisme. Et donc cette foi en l'impossible, ce qui a été toujours considéré comme impossible, c'est quelque chose qui aujourd'hui est particulièrement absent. Le sentiment qui domine, c'est pas la peur, c'est l'impuissance. Aujourd'hui, l'orgueil ou la gloire, c'est mal vu dans le mouvement social. On demande aux gens d'être humbles. Personnellement, j'en profite, mais je ne pense pas que l'humilité soit révolutionnaire. Et donc là, on tombe sur la question qui est une question centrale actuelle, mais qui n'est pas celle des révolutionnaires français, qui est la question du care. C'est-à-dire que pour pouvoir retrouver cette exigence, il faut d'abord se réparer de la violence du néolibéralisme. Aujourd'hui, la violence, elle est vraiment au quotidien. Les gens, ils la reçoivent au quotidien. Ce qui fait que quand ils fabriquent des espaces autres, eh bien, ils cherchent des lieux paisibles. C'est pas révolutionnaire, c'est réparateur. Mais ça suffit pas pour faire une révolution. Et les Gilets jaunes qui avaient été épargnés politiquement, je dirais, parce que c'était des primo-arrivants en politique, ils ont pris extrêmement cher. Et donc, évidemment, qu'ils en sont à nouveau, eux aussi, au stade de la réparation. Alors que la période révolutionnaire, c'était pas lutter dans un monde abîmé. C'était un trend qui était plutôt un trend d'amélioration, desserrement de la censure, des récoltes qui étaient mauvaises à la fin, mais pas nécessairement sur le temps long. Il y avait quelque chose qui était ascendant. Et en ce qui concerne les grèves qui ont été étudiées par Michel Perrault, les grèves qui ont du succès, c'est dans les périodes ascendantes, c'est pas dans les périodes régressives. Et donc, comme on vit une énorme période régressive sur tous les plans, c'est très difficile d'être révolutionnaire dans une telle séquence. Et donc, on en est au stade où il s'agit de sortir de l'apathie en se réparant. Retrouver de la sensibilité, c'est pas si simple que ça. Et quand cette formation sociale se sera réparée, alors il lui reviendra d'être capable de penser une stratégie, une tactique, une invention politique. Mais on n'en est pas là. C'est sûr que les récents mouvements sociaux ont rapidement été déboutés. Les gilets jaunes réprimés, les retraites ignorées, l'écologie abandonnée, et ce, malgré de grandes mobilisations. Prendre soin de soi pour réussir à lutter, faire collectif, dépasser les blocages individuels à l'engagement, se sentir légitime à se révolter, sont autant de conditions nécessaires à l'émergence de mouvements sociaux. Pas nécessairement pour renverser le système en place, mais pour défendre sa dignité, ses idées, sa planète. Et tout ça, ça commence dans la tête. Ce sera le sujet de notre deuxième épisode de Révolte, sur les biais neuropsychologiques qui nous entravent ou au contraire nous stimulent pour passer à l'action.